Bon, bonsoir à toutes et à tous. Et merci de votre présence. Ce sommet Haïti IA 2025. Nous avons eu des discussions passionnantes sur le potentiel de l'intelligence artificielle comme catalyseur de la transformation haïtienne. Aujourd'hui, je souhaite ancrer ces discussions dans une réalité concrète. Sans une infrastructure solide, le plein potentiel de l'IA reste hors de portée. Donc, pour commencer ma présentation, c'est comme ça, je suis Wilson Fièvre, directeur général de l'IHSI. L'IHSI, donc, institution haïtienne qui est très importante, que nous sommes vraiment très intéressés au niveau des data. Nous avons déjà commencé à faire des expériences à travers des données existantes que nous gagnons pour dataset. Mais la notion des données, c'est un bagage qui intéresse nous en pile. Donc, avec le décret du 1er juillet 2020 qui a de nouvelles missions à l'IHSI, qui baille des volets, le volet des statistiques, qui est donc des statistiques officielles. Et il y a un autre volet, c'est le volet de l'informatique. Mais le volet de l'informatique, c'est surtout pour accompagner l'administration publique aux besoins stratégiques de la technologie. Donc, souvent, nous vraiment très concentrés à travailler pour regarder l'aspect de la technologie, le développement de la technologie du pays, surtout sur l'infrastructure publique. Donc, ma présentation, le sommet sur AI s'est bien déroulé. Bon, ma présentation va vraiment mettre ça en contexte, dans le contexte du gouvernement. Comment, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on parle d'AI? Est-ce que le gouvernement ne peut pas vraiment l'adapter comme la façon que tout le monde se fait? Nous devons nous regarder dans le contexte, comment on va développer des modèles pour des modèles culturels. Ça veut dire que commencer à aider nos jeunes à développer des modèles pour former, pour entraîner des différents systèmes pour capable distribuer à travers les pays, surtout dans la langue créole. Donc, il y a pas mal de modèles qui déjà existaient en français, mais comment nous sommes capables de faire un bagage qui est basé sur la culture, non? C'est dans ce contexte ça, nous regardons qui ça nous a besoin en temps un gouvernement, en temps de stratégie pour nous mettre en place afin qu'on arrive là. Donc, pour avancer avec le prochain slide, déjà pour avancer, je ne suis pas encore là. Donc, on regarde d'abord les défis. D'abord, on dit que les défis de la connectivité, si vous regardez les chiffres, parlent d'eux-mêmes, parce qu'on ne peut pas faire l'IA sans la connectivité. Mais c'est pour cela que je partage avec vous pour voir que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Haïti est l'un des pays les moins connectés des Caraïbes, avec un taux de pénétration d'Internet inférieur à 35%. Cette situation a des conséquences directes et profondes. Elle limite l'accès à des services essentiels comme la santé et l'éducation en ligne, et elle entrave considérablement notre développement économique. Comment imaginer une révolution de l'IA sans une base numérique solide? Donc, après la connectivité, des autres défis majeurs se présentent à nous
et sont intrinsèquement liés. Ok. L'absence des centres de données modernes et l'accès à l'énergie fiable. Donc, l'IA des clouds locales, pourquoi le cloud local? Je dis cloud local, en tant que gouvernement, on doit regarder la souveraineté. Donc, l'IA a besoin de cloud local. Les services numériques en ont besoin vorace en puissance de calcul et en stockage de données, ce qui nécessite des centres de données performants. Et ces centres de données nécessitent une alimentation électrique stable et constante. Comme nous savons, c'est un défi bien connu en Haïti. Pour surmonter ces obstacles, nous devons adopter une approche innovante. Nous devons regarder et définir des modèles qui se fait dans d'autres pays, comme surtout dans le contexte de l'énergie. On a des problèmes, on sait, mais il y a de façons qu'on peut adresser ça. Par exemple, au Rwanda a développé pas mal de microsystèmes, des micro-énergétiques autonomes pour vraiment alimenter des infrastructures clés, des infrastructures clés numériques dans les pays. Ce sont des approches qui peuvent nous inspirer. Une autre, ça c'est pour, j'ai parlé des centres de données et de l'énergie. On a aussi la connectivité. Donc il nous faut regarder à travers les pays comment on peut mettre un réseau terrestre national de fibre optique pour rendre possible ces synergies en créant les conditions pour des centres de données locaux alimentés de manière résiliente. Donc, l'importance du haut débit pour l'IA, bon, c'est important. Bon, les sommets d'IA, des sommets Haïti d'IA soulignent le potentiel de l'IA, mais il est fondamental de comprendre que l'IA est gourmande en bande passante. Qu'il s'agit d'analyser des quantités massives de données, de faire fonctionner des applications en temps réel ou d'accélérer aux puissances ressources de calcul dont le cloud, le haut débit est une condition sine qua non. Sans un accès large et de qualité du haut débit, Haïti risque de ne pas pouvoir pleinement participer à cette révolution technologique, limitant les opportunités pour des jeunes talents et nos entreprises. Nous allons voir rapidement la solution proposée et ses bénéfices économiques, sociaux et résilients. Bon. On a des gouvernements, on est en train de travailler sur un projet. Le projet qu'on va parler, c'est vraiment le réseau terrestre national de fibre optique pour Haïti. Pour répondre aux défis que nous venons d'exposer, faible connectivité, manque d'infrastructures, de données et besoin de haut débit, l'État haïtien a lancé un projet ambitieux et concret. Ce projet, c'est le réseau national de fibre optique ou RTNF. Si l'intelligence artificielle est le cerveau de notre métamorphose numérique, alors les RTNF en sera le système nerveux. C'est celui qui assurera la transmission rapide et fiable de l'information, permettant à l'IA de fonctionner de manière optimale. C'est la solution fondamentale qui posera les bases pour le déploiement des centres de données locaux et le plein essor du cloud en Haïti.
L'une des réponses à ces défis d'infrastructure est le réseau terrestre national de fibres optiques qu'on va vous parler rapidement. Je dois vous dire, c'est un projet ambitieux visant à connecter Haïti au monde numérique. Notre vision est claire: connecter universellement les pays, stimuler la croissance économique, moderniser nos services publics et renforcer notre résilience nationale face aux impacts imprévus. Nous allons voir ensemble comment ça va se faire. Donc, vous voyez, là, c'est la cartographie du réseau national de fibres optiques. C'est les projets que nous sommes en train de travailler au niveau de l'État avec nos bailleurs. Mais ces projets-là, comme vous voyez dans l'écran, donc c'est présenté avec une approche d'interconnecter les 10 départements à travers d'un dossal, à travers d'un backbone de haut débit. Vous pouvez voir en premier point, il nous faut de l'Internet, mais l'Internet ne vient pas dans le ciel, c'est quelque chose. L'Internet vient de l'international, c'est-à-dire qu'il y a un réseau qui existait aujourd'hui, c'est le réseau des câbles sous-marins. Tous les pays dans le monde sont connectés à travers des câbles sous-marins pour avoir de l'Internet. Et oui, on peut avoir l'Internet à travers des satellites, mais on ne parle pas simplement juste de l'Internet. Là, on parle de haut débit, le volume de données qu'on doit traiter, l'Internet juste par satellite, avec une latence vraiment approfondie. Parce que l'Internet, c'est quoi? Parce qu'on doit. Le satellite, c'est quoi? C'est avec. On peut mettre des systèmes de satellites qui passent dans l'air, non pas un sous-marin. Mais ce système-là a un débit limité qui n'est pas pris vraiment, qui n'arrive pas à 1 gigabit aujourd'hui, et aussi une latence qui est aux environs de 500 à 700 millisecondes. Donc, on ne peut pas fonctionner AI avec un environnement d'Internet avec ces latences. C'est pour cela qu'il est très nécessaire d'avoir l'Internet à haut débit et alimenter un réseau avec câbles sous-marins, des câbles qui viennent d'international. Aujourd'hui, on a un seul câble qui existe. Si vous voyez le câble international qui sort, qui est connecté Calico dans la carte, c'est la seule carte internationale que nous avons aujourd'hui pour desservir notre population. Donc, ce n'est pas sans raison, de temps en temps, on n'a pas assez de débit pour travailler, parce qu'on a un Digicel, on a un Natcom, et aussi Access Haïti ou d'autres. Toutes ces compagnies-là dépendent de cette entrée à un point d'atterrissage à Calico. C'est pour cela qu'on a aujourd'hui la majorité des connectivités de débit qui existent dans la zone métropolitaine. Mais si on va dans le nord, c'est presque non existant. On dépend vraiment on a de l'Internet, mais le débit n'est pas répondre aux besoins de fonctionner un environnement IA. Donc là, c'est pour cela qu'on travaille sur ça. Si vous voyez, premièrement, c'est quoi? On est en train d'interconnecter les 10 départements. Si vous voyez les points en rouge, c'est chaque grande ville, les chefs-lieux, Cap-Haïtien, Port-de-Paix, Gonaïves, Port-au-Prince, Hinche. Toutes ces villes-là sont connectées. Dans cette approche que nous avons, ce n'est pas une chose nouvelle. C'est que la majorité des pays, par exemple au Chili, on a un projet qui existe pour interconnecter les villes côtières à travers une approche, ce qu'on appelle le réseau festin, c'est-à-dire avoir des cours nœuds pour connecter d'un point à d'autres sans une ligne très longue. Avec ça, toutes les villes côtières puissent connecter. La majorité en Haïti, les chefs-lieux, on a 9 chefs-lieux qui sont des villes côtières. Donc vous voyez comment ces villes-là sont interconnectées
sauf Hinch, dans le centre, qui n'est pas côtière. Mais vous voyez l'accès pour rendre des fibres optiques à Hinch, ce n'est pas trop difficile en passant par Saint-Marc, Mibalé, Hinch et aussi aller au Cap pour créer un réseau en anneau. Donc, une architecture en anneau assure une redondance optimale, garantit la maintenance, garantit le maintien des opérations même en cas de pannes locales. Donc, c'est le projet que je parle pour interconnecter. Ça, on va voir dans l'autre slide, le prochain slide, comment les différents acteurs vont vraiment connecter ensemble pour faire atterrir ces projets. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, vous voyez là, la cartographie montre comment les pays peuvent s'interconnecter à travers des fibres optiques. On passe ces fibres sur la mer, donc à travers des villes côtières, on s'est connecté comme ça. Mais qui va faire ça? Est-ce que c'est l'État ou bien comment on va engager les opérateurs locaux? Ce qu'on a proposé, et puis notre étude, ce qu'on a fait, c'est de regarder les modèles existants aujourd'hui. Les modèles existants aujourd'hui, comme j'ai parlé avant, c'est une file d'atterrissage à Calico avec des différents points d'échange pour des bailleurs dans la zone de Calico qui mène ça, dans la zone métropolitaine. Et cette approche aussi, on arrive à couvrir d'autres points, mais c'est à travers des Wi-Fi, des réseaux sans fil. Encore une fois, si on parle de haut débit, les réseaux sans fil ne vont pas nous donner les débits nécessaires pour fonctionner. Donc là, on a imaginé, planifié une approche d'inclusion de tout le monde. En premier lieu, si vous regardez le premier point, c'est le réseau de backbone, le réseau backbone national. C'est quoi ça? Dans ce premier point, on va interconnecter les 10 chefs-lieux. Et puis, dans chaque chef-lieu, on va créer ce qu'on appelle les points d'interchange. Les points d'interchange des POI. C'est à partir de là, on peut alimenter des différents opérateurs pour distribuer l'Internet aux utilisateurs finaux. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment un point d'atterrissage à Calico. On a plusieurs points d'interconnexion, des POI, qui existent à Calico pour Natcom, pour Digicel et pour d'autres fournisseurs, mais ce sont eux qui sont responsables pour distribuer l'Internet. Mais ce qui est plus facile pour eux, c'est la zone métropolitaine qui est vraiment alimentée. C'est pour cela qu'on n'a pas de problème. On a des problèmes, mais ce n'est pas au niveau. Si on a dans les Nord, par exemple, Cap-Haïtien, ou bien à Port-des-Paix, ou bien à Jérémie. Donc, c'est là on va expérimenter des grands problèmes. Mais c'est même approche. Pourquoi pas créer des points d'échange, des POI dans chaque ville, dans chaque chef-lieu. Et à partir de ces chefs-lieux-là, on peut créer des mèches pour alimenter tous les départements à partir des chefs-lieux. C'est-à-dire que c'est ça que vous voyez là dans l'écran. Les points d'échange peuvent distribuer dans chaque chef-lieu, et un opérateur peut décider, par exemple, chef-lieu de la Tibonite, c'est Gonaïve. On peut avoir un nombre de points d'échange. Donc, Digicel peut avoir son propre point d'échange juste pour distribuer l'Internet dans les départements de la Tibonite. Mais ça a encore encouragé des jeunes entrepreneurs pour devenir des opérateurs aussi. Parce que ces jeunes opérateurs ne vont pas besoin d'avoir une infrastructure très robuste, très coûteuse pour donner des services. Ça va nous aider, comment? Par exemple, aux compétitions des prix.
Parce qu'aujourd'hui, le prix de l'Internet n'est pas acceptable en Haïti. Pour 1 mégabit, c'est qu'on paie. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas d'infrastructure. Les infrastructures de ces opérateurs sont en train de mettre en place. Ce sont des infrastructures. Et puis, le gouvernement n'a rien à dire parce qu'il n'y a pas de contribution. Ça, ce modèle va nous permettre de contrôler. C'est pas vraiment, c'est le même modèle qu'on a utilisé au niveau des carburants. Donc, les carburants ne viennent pour actuel. Je sais que ça change de temps en temps, mais l'État contrôle les carburants qui rentrent et des entreprises recevoir ça et puis distribuer aux stations des gasolines. Donc, ce n'est pas les stations qui vont prendre les carburants. C'est la même approche. Si on regarde, on voit des points d'interchange dans les villes, dans les chefs-lieux. Donc, c'est là l'Internet va être accessible aux opérateurs. L'opérateur n'a pas besoin de traverser tous les grands mondes. Nous avons un pays très montagneux. Les opérateurs n'ont pas besoin de traverser tous les grands mondes pour faire des tranches. Lorsque je dis des tranches, c'est de faire des fouilles et faire des câbles passer en bas terre. Donc, dans son département, il peut faire ça directement à un mesh avec un réseau très facile. La Digicel a déjà le réseau, Natcom a déjà le réseau. Ce qu'il va besoin, c'est de connecter à un point d'interchange dans un chef-lieu. Et puis, à partir de là, ils peuvent mener l'Internet aux utilisateurs. Par exemple, aux écoles, entreprises, hospitaux, tout ça. Avec ça, nous aurons avec un modèle, non pas connecter tout le monde, mais aussi avec un prix des compétitions qui est plus facile pour nous. Donc, ça, c'est l'architecture. Il y a beaucoup de détails, mais je ne vais pas vraiment tarder pour aller dans plus de détails. Mais c'est pour donner une idée comment les modèles et la solution qu'on a proposée va adresser à nos problèmes. Oui, j'ai dit oui pour IA, mais si je regarde IA dans le contexte d'un utilisateur, un consommateur ou bien d'un entrepreneur, pas mal de choses que je peux faire avec ça, mais ça va dépendre des contenus internationaux. Nous devons travailler, produire notre propre dataset et les publier afin que l'IA ne doit pas être simplement pour ceux qui sont très éduqués dans les zones urbaines. On doit avoir des IA à travers des téléphones pour aider nos paysans dans les zones rurales. Pour aider nos paysans dans les zones rurales, il faut accès à l'Internet. Il faut aussi avoir des datasets, des données en créole qu'ils puissent interroger. Aujourd'hui, vous n'avez pas de problème d'interroger une plateforme de IA parce que, bon, quel que soit en anglais ou en français, vous pouvez le faire. Mais comment vous allez faire? Comment on doit regarder les gens qui sont dans les zones rurales? Donc, c'est pour cela, nous, le gouvernement, nous devons regarder le développement de l'IA sur un autre aspect. Non pas un aspect simplement juste comme utilisateur. Nous devons regarder ça, comment on va accompagner nos jeunes. Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'ils puissent prendre avantage de cette grande révolution pour commencer à développer des modèles haïtiens. Ce n'est pas des modèles qui existent aujourd'hui français ou bien d'autres pays. Notre voisin, aujourd'hui, République dominicaine, est en train de faire, il est en train de créer trois différents data centers avec des capacités énormes juste pour répondre à un modèle dominicain. Donc, comment on peut faire, comment nous devons aller là. Donc, ça, ce sont des choses qu'on va commencer à mettre en place pour arriver là. Comme j'ai parlé avant des lignes internationales, c'est là l'Internet au débit vient. Je montre là dans la carte d'Haïti. Vous pouvez voir Calico. C'est ça qui existe aujourd'hui. Dans notre stratégie, le débit qui existe au Calico, vraiment n'est pas assez pour desservir notre population. Le Calico a été mis en place depuis en 2012 avec Digicel, avec un débit planifié.
Mais ce qui arrive, ça fait plus que 2 ans que moi personnellement, je travaille avec les compagnies qui sont responsables de distribuer les fibres, les câbles sous-marins dans la Caraïbe, Liberty Network. D'après Liberty Network, une première approche que j'ai faite avec Liberty Network en 2021, on m'a mieux expliqué, oui, vous avez une connexion de Calico à travers des fibres Link. Fibre Link, c'est une link qui lie de Jamaïque qui allait jusqu'à Porto Plata. Et puis de là, nous avons une connexion de là qui rentre à Calico. Mais d'après Liberty Network, ce qu'on m'a dit, on ne peut pas upgrade ces liens. Donc, il est préférable pour Haïti de faire entrer d'autres points d'atterrissage. Donc, on regarde cette stratégie, ce qui paraît qu'on peut faire rapidement, parce que lorsqu'on regarde le Nord qui n'a pas d'Internet aujourd'hui, pourquoi le Nord n'a pas d'Internet? Si je peux vous expliquer un petit peu. Parce que la NATCAM, qui est vraiment héritier de l'infrastructure des télécoms, a déjà un réseau national pour distribuer la connectivité à travers des pays. Mais malheureusement, la NATCAM, ces fibres optiques se passent dans l'air, non pas. À cause des passes dans l'air, les gens ont accès, ont coupé ces lignes. En arrivant en Gonaïve, toutes ces lignes de NATCAM sont coupées, et c'est pour cela qu'on n'a pas de connectivité assez qui arrive dans le nord. NATCAM s'est obligé de passer à travers des satellites, des réseaux sans fil pour trouver des connectivités. Donc, dans notre proposition, on a travaillé avec Liberty Network qui nous a proposé de faire entrer notre câble à partir de Porto Plata à Caracol. Pourquoi Porto Plata? Parce qu'il a déjà un câble qui sort aux États-Unis qui rentre à Porto Plata. Il a dit un câble qui existe aujourd'hui qui connecte à Calico n'ont pas de la capacité ni pour upgrade parce que les équipements qu'on avait utilisés à l'époque, vraiment ce sont des équipements on ne peut pas upgrade. Donc il a proposé d'utiliser son station qu'il a déjà à Porto Plata, qui n'est pas trop loin de Caracol. C'est à partir de là, on peut avoir un autre point, un point d'atterrissage. C'est important d'avoir ça parce que si le câble Calico est coupé, qui arrive un peu, même trop souvent aujourd'hui, parce que de temps en temps, vous allez entendre qu'on n'a pas de connexion, on n'a pas d'Internet, c'est parce qu'on a un problème technique au niveau de ce câble de Calico. Donc, ça veut dire que nous avons un système qui n'a pas de redondance. Donc, Caracol va résoudre ce problème-là, ce problème. Et puis, avec Caracol, on a, stratégiquement, on pense Caracol parce qu'il y a une base d'énergie qui est déjà là. Et puis, à cause des parcs industriels qui est déjà là, mettre en place un point d'atterrissage là, ça ne va pas nous coûter trop. Donc, si on met ça, et on peut avoir des différents points d'interconnexion pour des différents fournisseurs ou bien des jeunes qui aiment entrer dans les business des téléphones comme opérateurs, ils travaillent avec Conatel pour avoir les licences et à partir de ces points, ils peuvent distribuer Internet dans ces zones. Donc, tout ça est bien. Donc, au-delà de tout ça est bien, mais au-delà de la connectivité pure, les réseaux terrestres, donc on parle, est un véritable moteur de développement. Ce n'est pas simplement juste un réseau d'infrastructure, mais c'est vraiment un moteur de développement. Il crée des emplois directs et indirects, contribuant à l'ODD 8 sur le travail décent et la croissance économique. La réduction des coûts d'accès aux services numériques bénéficiera à toute la population. Et surtout, il fournira la base technologique indispensable pour l'émergence des startups innovants, notamment dans la FinTech et l'EdTech, des domaines étroitement liés aux discussions de ce sommet.
Donc, ce réseau a une synergie vraiment avec l'intelligence artificielle. La métamorphose haïtienne pour l'IA, c'est aussi la capacité de nos jeunes à accéder à des ressources, à développer des algorithmes et à déployer des solutions. Cela ne peut se faire sans une connectivité fiable et de haute capacité. Donc, pour mettre ça en place, comme j'ai dit tantôt, pour mettre ça en place, donc, comment ça doit travailler, on prévoit dans notre approche pour ces solutions un partenariat public-privé pour le développement numérique. Ce n'est pas juste simplement les opérateurs ou bien un investisseur. Donc, vous voyez, le gouvernement qui va agir comme leader de cette initiative. On a le secteur privé, on a opérateurs locaux, organisations internationales et comités locaux. Donc, chaque acteur a un rôle crucial. Le gouvernement pour le leadership, le secteur privé pour l'expertise, les organisations internationales pour le soutien financier et technique et les communautés locales pour l'engagement. C'est un investissement stratégique qui peut arriver aux environs, d'après notre calcul des premières études initiales qu'on a fait, aux environs de 170 millions de dollars. Donc, un appel à l'engagement collectif est extrêmement urgent. Donc, combien de temps, d'autres questions, c'est combien de temps ça peut se faire. Aussitôt qu'on on arrive à mettre en place un PPP avec des financements possibles, on prévoit, d'après les compagnies qui font ce travail, par exemple, Liberty Network est un acteur très fort dans la zone de la Caraïbe. Il a déjà déployé le même modèle à Jamaïque. Donc, il nous a donné un timeline, comme vous voyez, qui va prendre vraiment une phase d'étude dans 12 mois. Et bien, aussitôt qu'on finit ça, on a besoin de 24 mois pour construire et installer tous les équipements. Et puis, la troisième phase, c'est qui va prendre 12 mois pour faire la formation. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, ce calendrier qu'on a donné est ambitieux, mais réalisable, avec un engagement ferme pour un développement respectueux de l'environnement inclus des études d'impact et d'une surveillance continue. Et donc, le réseau terrestre national des fibres optiques n'est pas qu'un projet technique. C'est le pilier de la modernisation d'Haïti. C'est la fondation qui permettra à l'intelligence artificielle de véritablement catalyser la métamorphose haïtienne par sa jeunesse. Le gouvernement haïtien lance un appel solennel aux bailleurs et à tous les partenaires. Soutenez ces projets stratégiques pour un avenir meilleur pour Haïti. Merci de votre attention. C'est automatique. Vous m'entendez bien? Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et merci Wilson. Je pense que tu as fait une excellente présentation. Mais nous, Val et moi, nous allons parler de sujets différents. Nous allons parler de formation. Et la BRH a mis en place un programme de formation. C'est un programme de renforcement des capacités numériques. Et je vais faire rapidement un petit rappel du contexte dans lequel nous avons mis en place ce programme-là. C'est un contexte marqué par une crise sociopolitique et une migration importante de cadres professionnels vers l'étranger. Le secteur monétaire et financier fait face à une pénurie de ressources humaines compétentes. Cette situation, aggravée par l'insécurité,
expose ce système à des vulnérabilités et à une baisse de performance. Pour y remédier, la BRH a lancé un projet de renforcement des capacités numériques. Ce projet-là vise à moderniser les compétences des cadres restants et à répondre aux défis du secteur financier. En fait, le renforcement des capacités est un processus visant à développer les compétences, les connaissances et les ressources nécessaires pour permettre aux individus, équipes et organisations d'atteindre leurs objectifs de manière efficace et durable. Ce processus inclut des formations, du mentorat, l'accès à des outils et le développement de réseaux, notamment dans le domaine des compétences numériques et technologiques, essentielles dans un monde en constante évolution. Pour mettre en place ce programme, la logique d'intervention a été d'abord de fixer des objectifs stratégiques, ensuite des objectifs spécifiques, et puis les résultats attendus. Et nous avons fixé 2 objectifs stratégiques, et 5 objectifs spécifiques et 2 résultats attendus. Comme objectif stratégique, et les standards, c'est-à-dire les standards que nous allons retenir, les technologies que nous allons retenir, seront en référence aux objectifs de performance et aux bonnes pratiques en usage dans le domaine. Le deuxième objectif stratégique, c'est de permettre aux individus et aux organisations, parties prenantes du programme, de devenir plus compétents, plus efficaces et plus résilients dans l'accomplissement de leurs tâches et de leurs responsabilités. Ensuite, nous avons 5 objectifs spécifiques. Le premier, c'est d'améliorer les compétences techniques. Ensuite, accroître l'efficacité opérationnelle. Ensuite, favoriser l'innovation, l'autonomie et l'amélioration continue. Renforcer la sécurité informatique. Favoriser la transformation numérique. Les résultats attendus seront le fonctionnement continu des systèmes d'information est assuré et que les opérations sont optimisées par la mise en place de nouveaux outils numériques. Pour mettre en place ce programme-là, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de défis. D'abord, la perte des ressources humaines. On a constaté qu'il y avait une perte importante de compétences due à l'attractivité du programme d'immigration mis en place par les États-Unis et le Canada, par exemple, et au contexte d'insécurité généralisée qui s'installe dans le pays. Il y a un besoin énorme en ressources supérieures à l'offre. Ça, c'est un défi énorme parce que l'offre est inférieure aux besoins en ressources. Ensuite, il faut recruter, et même quand on recrute, il faut savoir comment retenir les cadres. Il y a les ménages de cybersécurité. La cybersécurité, maintenant, et ne passe pas une seconde, là où le moment où je vous parle, là, il y a des attaques de cybersécurité. Il y a le plan de continuité des affaires à mettre en place, parce qu'on peut bien avoir des infrastructures performantes, mais s'il n'y a pas un plan de continuité, eh bien, au moins un problème, l'infrastructure est arrêtée et on ne peut pas continuer de travailler. Il y a la gouvernance, il y a les coûts. Nous sommes une petite économie, nous n'avons pas beaucoup de ressources, les ressources sont limitées. L'acquisition et la mise à jour des technologies et des infrastructures informatiques peuvent être très coûteuses. Il y a la formation, il y a l'obsolescence. Quand on met les technologies en place, ça évolue tellement vite, ça devient obsolète très vite. Donc il faut pouvoir rester à jour régulièrement. Il y a la sécurité, la gestion du changement. Si on va renforcer les capacités, donc il faut savoir comment gérer le changement, ce changement-là, l'intégration, l'évolutivité, etc. Et bien, pour relever ces défis, il est impératif de réaliser une planification stratégique. C'est extrêmement important de fixer les objectifs, d'avoir des résultats, de mettre en place des activités et d'avoir des plans d'action qui sont définis. Une gestion efficace des ressources, puisque les ressources sont limitées, et obtenir une collaboration des différentes parties prenantes pour garantir le succès de ce programme. Eh bien, toute cette réflexion-là, la fixation des objectifs, des résultats, des activités, toute cette réflexion a abouti au partenariat avec 4 universités. Un partenariat avec l'ISTEA, un partenariat avec l'ESI, un partenariat avec Unitec et un partenariat avec la FDS. Maintenant, pourquoi on est là dans ce sommet-là, dans un sommet sur l'IA?
Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui se sont conjugués pour propulser l'IA au cœur de la transformation numérique mondiale. Je vais en citer quelques-uns. L'explosion de la puissance de calcul. Il y a un essor considérable de la puissance de calcul, en particulier un essor des GPU. Les GPU, ce sont les processeurs graphiques. Et le cloud computing. Le cloud computing, c'est extrêmement intéressant. Ça augmente la puissance de calcul de beaucoup. En plus, ça permet de mutualiser cette infrastructure-là. Je peux être en Haïti, je peux profiter de l'infrastructure cloud, par exemple, qui est n'importe où dans le monde, au Japon, aux États-Unis, en Europe, n'importe où. Donc cette mutualisation-là de la puissance de calcul est extrêmement importante pour pouvoir profiter de la puissance de l'IA. Ensuite, il y a l'explosion des données, le big data. Et on ne peut pas avoir de l'IA sans big data, sans données. Ça, on l'a vu, tous les présentateurs d'aujourd'hui ont mis l'accent sur la puissance des données. Ensuite, les progrès en recherche algorithmique. Ça, c'est encore extrêmement important. On n'a pas suffisamment parlé d'algorithmes, mais je pense qu'on devrait, à la longue, en parler beaucoup plus parce qu'il n'y a pas de IA sans algorithme. Il faut pouvoir concevoir des modèles capables de reconnaître des images, de comprendre le langage, par exemple, ou encore de générer du contenu. La convergence de ces trois éléments-là, la puissance de calcul, l'explosion des données, la recherche en algorithme, a permis de passer du laboratoire à la vie quotidienne. L'IA a fait plusieurs années dans les laboratoires. Maintenant, l'IA est dans la réalité. Eh bien, ce sont ces trois éléments-là qui ont permis de passer du laboratoire à la vie quotidienne. Maintenant, il faut, même quand on a tout ça, on a la puissance de calcul, on a l'explosion des données, on a le progrès, des progrès dans l'algorithme, il faut avoir les ressources humaines pour préparer, je pourrais dire, la transformation numérique. Il faut avoir d'abord, à mon avis, des informaticiens classiques. Ce sont les développeurs, les testeurs, les analystes, ce sont les informaticiens qui font le travail actuellement. Ce sont les informaticiens classiques. Ensuite, il nous faut des mathématiciens. Qui va raisonner sur les algorithmes? Qui va faire des algorithmes? Ce sont les mathématiciens en général. Leur structure de pensée leur permet de travailler sur ces éléments qui ne sont pas aussi évidents. Ensuite, il nous faut des personnes qui connaissent ces métiers. Il y a les métiers, à la Banque centrale, il y a des superviseurs, il y a des informaticiens, il y a des analystes, il y a des économistes, il y a des financiers, etc. Donc, les informaticiens classiques, les mathématiciens, les personnes qui connaissent ces métiers, c'est tout ça qu'on doit mettre ensemble pour pouvoir exploiter l'IA sérieusement. Ensuite, quelles sont les étapes pour arriver à transformer les habitudes avec l'IA? À mon avis, et comme le gouverneur l'a dit tantôt, il faut commencer par sensibiliser. On sensibilise tout le monde. Cette conférence-là fait partie justement de la sensibilisation à l'IA. Ensuite, il faut former. La sensibilisation, c'est général. On a les connaissances générales. Ça ne développe pas encore les compétences pour pouvoir exploiter l'IA. Donc, il faut former des personnes. Formation en réseau, formation en cybersécurité, formation en développement de programmes, etc. Et ce n'est qu'après qu'on pourra transformer vraiment. On va pouvoir transformer les processus, transformer les usages, transformer les méthodes, transformation des modes de fonctionnement, transformation des modes d'organisation, transformation des modes de collaboration, etc., etc. C'est tout ça qu'on a réfléchi sur tout ça à la BRH pour mettre en place ce programme de renforcement des capacités. Et maintenant, je vais parler un petit peu rapidement du programme avec l'ESI. Ensuite, je vais passer la parole au recteur Val pour parler du programme avec Unitec. Je reviendrai pour parler du programme avec ISTEA et avec la faculté des sciences. Et avec ESI, on a un programme en deux phases. Et une première phase, c'est des formations en réseau et en cybersécurité. Ces formations-là vont donner droit à des certifications professionnelles. Il y aura 3 certifications en réseau et 3 certifications en cybersécurité. Et il va y avoir une deuxième phase. La deuxième phase, justement, concerne l'IA. OK?
Donc ce sera un camp intensif sur les concepts d'intelligence artificielle générative et de prompt engineering et en développement d'applications. Donc la première phase a déjà débuté avec l'IA. Actuellement, il y a des étudiants qui sont en train d'être formés au réseau et à la cybersécurité. Donc une fois la première phase terminée, on passera à la deuxième phase, le camp intensif sur les concepts d'intelligence artificielle générative. Donc là, je passe la parole au docteur Val pour des informations sur le programme de l'UNITEC. Donc je reviendrai, comme je dis, pour les deux autres programmes. Merci, Jacques. Alors, merci aussi, Wilson. Alors, je suis Jocelyn Val. Je suis le recteur de l'Université de technologie d'Haïti. Et je salue certainement l'Assemblée, particulièrement le gouverneur, Dr. Ronald Gabriel, le ministre des Finances, professeur Alfred Metellus, et heureusement le ministre est là. Pourquoi je dis heureusement et Dr. Gabriel, le ministre est là? Et je regrette que les jeunes sont partis parce que je vais faire le lien dans la question de l'IA et la perspective de modernisation, surtout dans le cadre de la BRH. Ce que je voudrais partager avec les plus jeunes, malheureusement, il y a plein de gens qui viennent de parler de l'IA, mais on a oublié de dire aux jeunes, parce que ça c'est une phrase que Elon Musk a énoncée avant-hier dans le cadre d'une conversation avec un homme d'affaires. Et il disait, et je le dis pour les jeunes surtout, et heureusement le ministre des Finances est là, l'IA est ce nouvel outil, monsieur le ministre, ce nouvel outil technologique qui marque le 21e siècle, s'il vous plaît, dans tous les domaines. Pédagogiquement, je dois reprendre. L'IA est ce nouvel outil technologique qui marque le 21e siècle, mesdames, messieurs, dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous avons une responsabilité de construire les plus jeunes dans ce secteur. Et, monsieur le ministre, on a besoin d'un petit programme pour pouvoir former, et tu vas voir pourquoi, oui, former les agents de la fonction publique en IA. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Malheureusement, les jeunes sont pas ici. De nos jours, l'intelligence artificielle est incontournable. C'est pas si c'est important. Elle a révolutionné de manière spectaculaire les activités humaines. C'est là le parle bon. Eh bien, l'IA, monsieur le gouverneur, permet aux organisations d'accroître leur efficacité. Banque a besoin de ça. Fonction publique a besoin de ça, monsieur le ministre. D'accroître leur efficacité. Ça qui est bon, monsieur le ministre, l'IA aussi permet de réduire les coûts.
Et sur ce, mesdames, messieurs, je dis moi-même, malheureusement, Haïti accuse un retard de plus de 6 décennies. Ou dans plus que 70 ans, depuis l'utilisation de la technologie dans le monde, Haïti n'a pas jamais utilisé la technologie. Donc, permettez-moi de vous dire que, mesdames, messieurs, monsieur le gouverneur, Haïti a payé très cher ce retard. Et je vais prendre un exemple là que tout le monde connaît. Retard ça. Retard dans le domaine de la technologie. Un retard que tout le monde connaît, mais comme nous avons oublié, mais je vais le faire nous songer. Retard ça, c'est le fait que en septembre 2023, le gouverneur l'a justifié. En septembre 2023, la BRH a connu le choc technologique le plus terrible de son existence. Mais ce choc a provoqué un traumatisme dans tout le système bancaire. Ce choc a été marqué, mesdames, messieurs, par la mise de hors service des réseaux internes de la banque pendant une longue période. Et je n'ai pas besoin d'informer à personne que lorsque la tête est malade, l'ensemble du corps est automatiquement malade. Si BRH a des problèmes, le secteur bancaire ou bien le secteur financier a des problèmes tout. Donc, c'est pour vous dire que c'était une situation regrettable. Mais, problème de technologie, situation ça, expert en technologie, on dit comme ça que l'arrivée par manque de surveillance technologique, par une insuffisance des cadres proactifs et bien outillés. Ça ne devrait pas arriver à la BRH. Mesdames, messieurs, même s'il faut abus, ça n'a pas qu'à arriver dans la Reserve Bank. La Reserve Bank n'a pas qu'à permettre pour bloquer pendant 1 minute. BRH a été bloqué pendant presque une semaine. En septembre 2023. Donc, imaginez, l'eau à l'avant-chèque, la banque, dans une banque, dans n'importe quelle banque, il faut attendre pour vérifier pour vous, ou il n'y a pas qu'à vérifier. Donc, c'est des situations, même si nous sommes un pays de tiers-monde, même si nous sommes un pays de tiers-monde, nous faisons pour éviter ça. Ainsi, mesdames, messieurs, pour éviter la répétition d'une telle menace dans le système financier haïtien, le gouverneur de la Banque centrale, dans son intelligence, Dr. Odell Gabriel, a lancé une série de formations. Par exemple, en administration de base de données, en cybersécurité, en administration des réseaux, en audit informatique, etc., dont l'Université de technologie d'Haïti, que je l'ai dirigée, est aussi une opératrice. Et en effet, dans le but de donner une formation, parce que les ressources sont très rares là ici, former les gens dans la cybersécurité, dans l'administration de base de données, dans l'audit informatique, ces ressources
en termes de professeurs, elles sont rares. C'est en ce sens que l'Université de technologie d'Haïti s'associe dans un partenariat avec l'Université du Québec à Chicoutimi et l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun pour donner une formation de haut niveau à ces jeunes. Cette formation d'études supérieures spécialisée, en réalité, mesdames, messieurs, doit être capable de répondre aux nouveaux défis technologiques auxquels se trouve confronté Haïti actuellement. Et sachez aussi que la formation du capital humain adéquat va permettre de mieux gérer les infrastructures technologiques des banques, des institutions financières et de les protéger certainement contre d'éventuelles cyberattaques. Donc, l'objectif de la BRH, dans ce cas, c'est d'arriver à une masse critique de professionnels en technologie de l'information et informatique destinés à assurer, s'il vous plaît, destinés à assurer la veille technologique. Et c'est pour pouvoir empêcher d'arriver une nouvelle fois ce qui a été arrivé en septembre 2023. Tout ceci, mesdames, messieurs, c'est dans la perspective de minimiser les risques liés à la sécurité des données et de pouvoir continuer sans interruption la délivrance des services à la satisfaction des clients et des institutions. Dans ce cas, mesdames, messieurs, pour y arriver, une formation spécialisée dans les nouvelles technologies est indispensable au personnel disponible et aux jeunes aspirant à intégrer le secteur bancaire. Cette intervention de la BRH, mesdames, messieurs, d'améliorer les capacités dans les nouvelles technologies ne pouvait plus attendre. Car je ne comprends pas. On termine 1 minute. Mais on avait donné du temps on avait donné du temps aux deux premiers. Oui, mais ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Mais c'est du désordre, ça. On m'appelle pour une présentation, je viens juste de parler. Ah, mais non, ne fais pas ça. Donc, en fait, pour finir, c'est une formation universitaire de 5 sessions et je dirais essentielle aux institutions financières qui font face à une pénurie de ressources humaines compétentes en technologie de l'information. Donc, cette initiative de la BRH va permettre de régénérer, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, l'écosystème financier et économique en panne des ressources humaines qualifiées dans le domaine de la technologie. Je précise technologie. Maintenant, c'est une formation, je dirais, d'études supérieures spécialisées. C'est une maîtrise en technologie. Donc, la première session qui s'est tenue du dimanche au 30 mai compte 100 étudiants. 50 ont été sélectionnés par voie de concours et 50 cadres issus
secteur financier haïtien. Donc l'objectif est de renforcer les compétences professionnelles et techniques de ces professionnels à travers un programme rigoureux et innovant en adéquation, s'il vous plaît, avec les besoins du secteur financier haïtien. Donc, finalement, donc, je dois remettre le micro. Entre-temps, cette première session a posé les bases solides d'une formation de qualité dans le domaine de la technologie, de l'information et informatique. Cette formation d'excellence témoigne l'engagement de la BRH et de l'UNUTEC de mettre à la disposition du secteur financier des cadres compétents et autonomes, aptes à assurer la croissance du secteur. Mesdames, Messieurs, je n'ai pas tout dit, mais en fait, je dis, je vous en remercie.